En tant que dev, on aime les nouvelles technos, les nouveaux frameworks, les nouveaux langages, d'autant plus si vous écoutez ce podcast. On aime quand ça bouge, mais pas trop quand même. Quand on est indépendant, se lancer sur une nouvelle techno est assez facile. Quand on est une équipe de 60 personnes avec 100 applications diverses et variées qui tournent, un legacy de plus de 10 ans, c'est tout de suite plus du tout la même limonade. Pourtant, suivre les tendances est aussi une clé de survie dans notre milieu. Mais alors, comment tenir ces changements dans son équipe? Quels sont les changements et crises qui peuvent survenir dans ces équipes? Et surtout, peut-on vraiment se préparer à toute éventualité? Pour répondre à ces questions changeantes, je ne reçois pas Barbe Papa, mais il s'y connaît en adaptation. Julien, bonjour. Bonjour Bruno. Alors Julien, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas? Oui, bonjour à tous. Julien Villecroze, je suis DSI du groupe Stellian. Du coup, donc tu es DSI depuis déjà... c'est ta deuxième expérience en tant que DSI ou... Deuxième expérience dans, on va dire, le même groupe. Ok. Tu as déjà connu, j'imagine, un certain nombre de changements. Avant de rentrer de comment est-ce qu'on s'adapte à ces différents changements ou à ces différentes crises, c'est quoi pour toi le plus gros changement que tu as dû accompagner dans une équipe ou dans une entreprise? Le plus gros changement, c'est un rachat que j'ai dû accompagner, donc l'intégration de la structure de laquelle je provenais dans le groupe où je suis actuellement, puisque c'est un changement de braquet, puisqu'on passe de 300 à 2500. Et donc à l'époque, c'est aussi accompagner la structure, dont j'étais le DSI à l'époque, pour accepter le changement aussi au niveau des collaborateurs qui, devant le changement d'échelle, sont parfois perdus. De nouvelles technologies adoptées, de nouveaux process aussi, de l'industrialisation par endroits, alors qu'avant c'était très artisanal. Même si à plus de 200 personnes, on est déjà sur quelque chose d'assez industriel quand même. Tout à fait, mais ça reste quand même encore un gap. Donc j'ai connu le 20 à 200 et le 200 à 300 et 300 à bien plus. Mais c'est ce changement-là qui a été, je pense, le plus structurant. Ouais. Intéressant, mais nécessité d'être très structuré. Vous aviez une timeline qui avait été fixée par l'entreprise acquéreur? Pas vraiment une timeline, mais dans ce marché-là, puisque c'était de la croissance par acquisition sur le même marché, il y avait aussi une logique de continuer à servir les clients, qui était commun donc aux deux entités. Et donc, nécessité pour le DSI, puisque c'est sa mission, de maintenir tout le SI en conditions opérationnelles et de délivrer malgré tout le service attendu, et en lien avec d'autres services d'une entité plus grosse qui sert les mêmes clients. Ouais. De l'extérieur, ce genre de situation peut paraître presque effectivement violente. C'est-à-dire que quand même, tu passes l'effet d'échelle est colossal, il y a effectivement plein de choses qui changent, et ça se mélange avec un contexte où chacun peut avoir peur de perdre son job parce qu'il y a potentiellement un poste en doublon dans l'entreprise qui rachète ou qui est rachetée. En fait, tu vois, il y a tout un ensemble d'inquiétudes. Est-ce que c'est plus un sujet à traiter côté humain ou c'est plus un sujet côté tech? Il y a un peu des deux. Alors, je ne qualifierais pas ça comme violent dans l'approche, puisque ça dépend vraiment de comment se déroulent les opérations d'acquisition. Dans le cas présent, c'était aussi beaucoup de personnes qui se connaissaient parce que c'est un petit milieu. Donc, du coup, forcément, deux concurrents qui commencent à travailler ensemble. C'est le choc des cultures, parfois le choc de génération et le choc des outils aussi. Donc, le côté humain se gère en premier. Parce qu'effectivement, c'est avant tout un métier où on va vendre du temps, un peu comme un consultant.
Donc il faut forcément avoir une resynchronisation au niveau des équipes, du management. Heureusement pour nous, il y avait une énorme complétude dans les activités. Donc on venait compléter un portefeuille qui existait déjà et le renforcer. Et au niveau de la tech, ça prend du temps par contre. Et là, ça prend beaucoup de temps, puisqu'effectivement, on se retrouve à devoir ne pas arrêter le train en marche, pas le temps de se poser l'avion. Pour autant, il faut quand même intégrer, parce que sinon, on arrive vite à des points de blocage au bout de quelques mois, où les messageries ne peuvent pas communiquer correctement entre elles, les outils collaboratifs ne sont pas partagés. Et cerise sur le gâteau, c'est que ce rachat intervient quelques mois avant le Covid. Ok. Donc, ça n'a pas forcément facilité l'ensemble des travaux d'intégration. Ouais. Tu parles justement du fait que c'est un changement qu'il faut accompagner sans s'arrêter pour autant. Ça, j'ai envie de dire que c'est considéré comme la norme aujourd'hui. C'est-à-dire que tous les changements qu'on doit accompagner en tant que dev, que tech, que DSI, enfin, tous les différents rôles qui peuvent graviter autour de ces sujets-là, quand on fait une mise à jour, quand on fait une évolution, même quand on fait du refactoring, il faut continuer à faire avancer l'ensemble, à faire bouger l'ensemble, et on peut jamais s'arrêter. On n'a jamais le luxe de pouvoir se dire ok, on s'arrête pendant un certain temps, le temps de refaire. Comment est-ce que toi tu vois cette structuration aussi bien d'équipe, de projet, d'évolution pour réussir à faire, au final, c'est du hotfix en permanence? Alors, rétrospectivement, ce que je vois que peut-être on aurait dû, en tout cas, faire autrement, l'approche qu'on aurait dû avoir, c'est plutôt une approche sur quel est le résultat et la cible à atteindre, plutôt qu'essayer de jalonner le parcours en voulant converger à tout prix. On revient quelques années en arrière quand même, puisque c'est une autre époque, il n'y avait pas encore eu la Covid, donc il n'y avait pas encore eu ces problématiques de télétravail, de changement des mentalités des personnes, de remise en cause du lien au travail. Donc tout ça, on le met de côté. Donc on est vraiment dans des entreprises qui foncent à toute vitesse, qui sont performantes toutes les deux. Et à un moment donné, en fait, on a essayé de faire des points de contact là où il y avait un gain à apporter en termes de rationalisation. Et je pense que c'est là aussi où la DSI doit être prudente et peut-être à ce moment-là, j'ose le terme, ralentir un peu pour vérifier que cette rationalisation, qui a un sens stratégique vraiment tout à fait entendable, ne va pas provoquer d'autres situations où on va se retrouver avec des équipes qui vont être en perte d'adhérence avec peut-être des façons de travailler et finalement en fait arriver à peut-être des conflits de valeurs. Ouais. Donc c'est pas arrêter le système pour faire la mise à jour, c'est plutôt dire ok, si je fais cette mise à jour, qu'est-ce qui va se produire derrière? Donc anticiper ce change et vu qu'on n'a pas le loisir de tester, là dans ce cas-là, puisque effectivement on parle d'humain, c'est de se dire ok, peut-être y aller pas à pas et se remettre dans une autre posture plus accompagnant, business partner plutôt que pure tech. Mais je crois que j'ai appuyé sur le bouton, non, si c'est bon. Ce rôle effectivement d'accompagnant, le fait de malgré tout pas pouvoir faire de tests, tu vois, comment est-ce que toi tu peux structurer ton activité pour justement avoir ce rôle de réussir à accompagner l'ensemble des gens du métier, parce qu'en fait c'est ça ton interlocuteur principal dans ces cas-là ou dans d'autres, dans toutes les situations de changement, de crise qu'il peut y avoir, tout en étant au final assez souvent l'initiateur du changement. Tu vois, si on prend ce cas très très précis de cette acquisition, toi en tant que DSI, c'est toi qui viens en disant bah maintenant ta messagerie, avant c'était Outlook, maintenant c'est Google, ton outil principal avant c'était SAP, maintenant c'est je sais pas quoi. Enfin tu vois, tu t'es aussi l'oiseau de mauvaise augure, presque, j'ai envie de dire, tu vois, qui arrive avec ces changements qui sont imposés par un environnement qui n'a pas été sollicité par chaque individu.
Alors, le rachat est un cas assez particulier. Donc, si tu me permets, je vais parler des crises en général, enfin des changements en règle générale. Parce que dans le cadre d'un rachat, la DSI n'est pas seule à œuvrer. Hein, c'est un chantier avec toutes les fonctions transverses, c'est très structuré, souvent piloté. Ça obéit à des règles aussi. Donc, la DSI n'est pas forcément... c'est le point de contact, effectivement, avec le métier. Donc, il risque de récupérer un certain nombre de plaintes au quotidien. Mais ce n'est pas l'instigateur du changement en lui-même. Par contre, d'une manière générale, dans les crises, la DSI est souvent pourvoyeur de changement sur tout ce qui est outils. Donc, en tout cas, et je dois encore m'améliorer là-dessus, mais ce que l'on découvre de plus en plus, c'est ce fameux lien qu'il faut recréer avec les métiers. Il existe, bien sûr que les DSI doivent comprendre ce que fait leur entreprise, puisque on doit comprendre la mission de l'entreprise pour pouvoir s'asseoir à côté d'un codir, et puis s'asseoir aussi à côté de certains métiers. Mais quand je dis comprendre le métier, c'est vraiment savoir ce qui se passe sur le terrain. Quels sont les points de douleur et quelles sont en tout cas les attentes du métier vis-à-vis des systèmes d'information. Et à partir de là, on peut renouer un dialogue où on va être dans l'écoute mutuelle, parce qu'on va chacun comprendre. Et à partir de là, je pense que le métier est prêt à comprendre les contraintes de la tech, les contraintes de la SI, qu'elles soient financières, organisationnelles, ça soit un problème capacitaire momentané. Enfin, en tout cas, c'est entendable. Et du coup, on arrive à une situation où, vu qu'il y a un dialogue, on est capable de faire passer certains messages et de trouver un juste milieu qui permet de traverser ces crises de sorte à pouvoir sortir avec la tête vers le haut avec un progrès. Il y a juste, je dirais, une exception, c'est la crise cyber, où là, c'est quasi militaire, avant c'était comme ça, maintenant c'est comme ça, parce qu'il y a une nécessité vraiment de faire une augmentation, une remédiation sur l'ensemble de la sécurité. Mais voilà, ce que je retiendrai, c'est vraiment arriver à considérer la relation avec le métier, quitte à mettre des interlocuteurs qui pourront effectivement prendre des coups de bâton, qui vont être les représentants de la SI auprès du métier et les représentants du métier auprès de la SI. Et je ne parle pas de la MOA. Je parle vraiment, c'est interagir à tous les niveaux de la DSI et du métier. C'était justement ma question d'après, de cette notion de dialogue. Est-ce qu'elle est portée uniquement par le ou la DSI, au sens la personne qui est à la tête de la DSI et qui va... alors je ne vais pas dire prêcher la bonne parole, mais qui va en tout cas au contact des métiers, ou est-ce qu'il faut que tu aies des relais au sein de la DSI qui vont du coup pouvoir interagir avec... tu vois, est-ce que cet échange, il doit être porté par chaque individu au sein de la DSI? Est-ce que par certains individus clés, ou est-ce qu'au final, le dialogue, il est juste porté par la tête de pont, on va dire, et tu fais du coup en sorte de protéger tes équipes côté DSI de tout échange plus ou moins houleux qu'il pourrait y avoir avec le métier? Alors, ma vision de la DSI, comme elle pourrait être, ça ne veut pas forcément dire que c'est ce que je suis arrivé à mettre en place, c'est que le DSI en tout cas soit porteur de ce message, mais que l'ensemble des collaborateurs de la DSI le soient aussi. Et par extension, qu'ils échangent aussi avec la MOA sur les différents métiers et les autres fonctions qu'ils pourront croiser au cours de leur projet. C'est une nécessité absolue, selon moi, pour que chacun se sente engagé dans le projet d'entreprise et pour qu'en cas de transformation, en cas de changement, qui soit, dont l'origine soit la tech, ou ça peut être un changement lié à la géopolitique, au marché, qui évolue très vite, et les deux étant liés, surtout dans nos métiers, finance et assurance, fait que du coup, les changements seront plus faciles à vivre. Pas forcément plus faciles à traverser, mais en tout cas, on les acceptera mieux parce qu'on n'aura pas forcément une résistance globale. On pourra identifier certains points sur lesquels il faut un peu plus s'appuyer. C'est vraiment ma vision de l'évolution du rôle de SI, et je pense que ça touche vraiment tout le monde. Parce que c'est toujours intéressant de savoir quand tu développes une fonction à quoi elle va servir, quand on est dans une équipe de dev, de savoir à quoi va servir le soft ou la fonction que l'on développe. Et dans la SI d'une manière globale, savoir quelle est notre place dans la chaîne de valeur, c'est valorisant, puisque jusqu'à maintenant, on met en place un outil, on nous dit quand ça marche pas, mais on ne nous dit pas quand ça marche.
Là, ce qui peut être pas mal, c'est voilà, je vous propose telle version là maintenant, on va faire la version 2 après, on va la monter avec vous, ça va être top, et on pourra vous proposer autre chose. Et le métier va dire ah, super, on n'y avait pas pensé, ça me fait penser à ceci, cela. Et ça crée une sorte, en tout cas, d'émulation qui est positive, mais qui ne peut être portée que par des relais. Et le DSI ne peut pas faire ça tout seul. Ouais. En plus, je trouve que ce n'est pas une bonne chose de personnifier dans le DSI l'architecte du changement. C'est un peu à double tranchant. Oui, ça peut faire tête de turc, mais c'est aussi si t'as qu'une seule personne qui centralise ça, le jour où elle est plus là, en fait, t'as les rats quittent le navire après. Enfin, c'est tout le monde panique, quoi. Mais alors du coup, comment tu fais pour que cet état d'esprit, entre guillemets, on va dire, percole auprès de l'ensemble de tes collaborateurs et collaboratrices? Est-ce que pour toi, c'est une structure d'équipe qui va te permettre de relayer les choses comme ça? Est-ce que tu as des ateliers qui sont faits? Est-ce que tu as des rituels qui sont mis en place? Comment est-ce que tu organises le quotidien pour que ce soit effectivement porté par tout le monde? Alors, ce travail est toujours en cours chez moi. Pour l'instant, je ne suis pas encore parvenu à l'organisation idéale et loin de là. On cause beaucoup de changements. Beaucoup de changements de paradigme technologique, également beaucoup d'accélération au niveau des métiers, beaucoup d'acquisitions ces dernières années, qui font qu'en fait la DSI est en perpétuelle course en avant. Comment contrer cela petit à petit? Ça s'opère par la mise en place pour reprendre les termes de Stéphane, c'est qu'il faut mettre des rituels en place, des rituels avec les métiers, qui vont permettre de leur donner de la visibilité sur ce que fait la DSI dans son ensemble. Donc ça peut être frustrant pour une partie de la SI de devoir simplifier en quelque sorte et vulgariser ce qu'on est en train de faire, mais c'est le prix à payer pour donner de la visibilité au métier qui va de lui-même se dire je ne peux pas en demander plus, ça ne passera pas. Et à partir de là, de proche en proche, on arrive ensuite à échanger. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est pas quelque chose qui peut, à mon sens, s'envisager collectivement avec tous les métiers. Quand les métiers sont différents, il faut des instances différentes. Parce que globalement, bien sûr que le SI, et c'est la différence qu'on peut voir aussi avec d'autres rôles comme la direction technique, par exemple, d'une entreprise, lui, il va avoir en cible quand même de faire au mieux avec le moins possible et dans un budget contraint. Donc, normalement, sa mission, c'est assez paradoxal. Ça va être de dire, non, mais vous allez tous sur le même système, parce que du coup, ça coûtera moins cher, et c'est moins cher aussi en maintien en conditions opérationnelles et en licence. Mais en fait, finalement, on s'aperçoit que c'est pas forcément tout le temps la bonne chose à faire, et que segmenter déjà cela au niveau de la SI dans l'approche, en tout cas, avoir une approche différente par métier, c'est un préalable. Donc, aujourd'hui, oui, on en est là, c'est comment on fait pour refaire entrer les enjeux business dans la DSI et de proche en proche, faire également comprendre au métier le rôle du levier SI dans l'entreprise. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est corvéable à souhait. Ce n'est pas forcément quelque chose qui dit non plus toujours oui et ni toujours non. Donc du coup, il faut arriver à trouver ce juste milieu au travers de ces échanges. Ce n'est pas un changement naturel. Ouais. C'est vraiment pas naturel. Et pour moi, ça ne doit pas être guidé que par quelques personnes qui ont cette faculté. C'est pas forcément une soft skill non plus. Mais je pense qu'il faut acculturer petit à petit les collaborateurs. Et c'est valable au-delà de la DSI, pour l'ensemble des fonctions support d'une entreprise. C'est de s'acculturer au business. C'est crucial, je pense, pour une réussite collective. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il y a d'un côté le fait de faire en sorte que les gens de l'équipe technique aient aussi cette culture de l'ensemble des métiers et connaissent le fonctionnement et les spécificités de chaque métier. Mais de ce que je comprends, il y a aussi donner à l'ensemble des métiers la connaissance des spécificités du métier de la tech pour qu'eux comprennent aussi nos impératifs à nous. Au final, c'est un peu ce qu'on a voulu faire il y a un petit moment maintenant avec le DevOps, où on avait pendant longtemps les ops qui disaient, quand il y avait un bug, on disait c'est la faute des devs s'ils ont fait un truc qui ne marche pas. Les devs qui disaient ça marche chez moi, donc c'est la faute des ops si ça ne marche pas. Avec le DevOps, on a fait en sorte que ces gens communiquent, échangent et connaissent chacun les prérequis et les objectifs de l'autre. Et en fait, ça permet une communication plus fluide. C'est en fait ce que tu essaies de développer aussi au sein de ce lien entre les métiers et la DSI. C'est un peu ça, une couche en fait qui va permettre de faire la passerelle entre les deux. Donc ces postes-là, en fait, sont clés.
et permettent d'acquérir des compétences autres qui viennent compléter la DSI avec des profils assez disruptifs, puisque ça va être des gens qui vont venir de la finance, qui vont avoir peut-être des licences de commerce international, qui vont avoir une autre approche, qui peuvent venir de la qualité ou parfois du métier. Et même des passerelles aussi où des personnes de la DSI partent vers le métier avec, par exemple, l'ouverture de la data, entre autres, qui permet de rendre autonomes certains métiers. On voit certains data analystes ou certaines personnes plus s'orienter finalement vers l'usage final de la data que la construction d'un entrepôt de données en amont ou de la mise en place de techno. Ouais. Donc ça complète en fait, et fait que ça oblige le DSI en tout cas à compléter ses équipes par des profils autres que des profils tech. Cette autonomie gagnée des métiers, alors j'en profite, je saute sur l'occasion, c'est aussi un gros changement en fait qui est apparu ces dernières années au sein des DSI, c'est qu'on est face à des utilisateurs qui sont de plus en plus adeptes d'outils, de techno, qui connaissent de plus en plus de choses. Les outils il y a une barrière à l'entrée qui a drastiquement baissé. Aujourd'hui, tu peux avoir des outils avec lesquels tu peux faire beaucoup de choses. Alors moi, je pense forcément en no-code, parce que je fais beaucoup de choses en no-code, mais de manière un peu plus lointaine. Avec Excel et autres, tu peux aussi avoir des gens dans les différents métiers qui font beaucoup de choses, qui ne rentrent pas forcément dans le SI parce que c'est fait de manière un peu à la périphérie, et le SI ne le voit pas forcément passer, avec des outils qui émergent de manière très, très organique. On a parlé de l'IA un petit peu avant de commencer l'enregistrement, qui aussi est un changement et que les gens peuvent faire beaucoup de choses. Donc tu vois, tu as de plus en plus de métiers qui peuvent faire rentrer dans le SI des outils qui n'ont pas forcément été validés par le SI. C'est ce côté un peu à la périphérie. Donc comment est-ce que toi, en tant que DSI, parce que c'est forcément bénéfique pour toi de voir un métier qui se technologise, et en même temps, si tu en perds le contrôle, ça devient ingérable. Comment est-ce que tu tempères cette dualité ? Alors là, on est en train de parler clairement du Shadow IT. C'est quelque chose qui a toujours existé, je pense, dans l'entreprise. On a toujours eu quelqu'un qui était super fort en Excel, qui faisait ses bases de données Access dans son coin, alors qu'on était en train de mettre en place peut-être un ERP à côté. Aujourd'hui, ça se généralise et ça peut devenir un problème. Alors, ça se contrôle de deux manières, je pense. Déjà, il faut sensibiliser les métiers et les usagers, même de la DSI, du risque d'un Shadow IT non maîtrisé, notamment en termes de sécurité. Donc, ça passe par la sensibilisation en premier lieu. Ça doit être inclus dans les formations qui sont dispensées à l'ensemble des collaborateurs. Ensuite, c'est aussi, je dirais, une tolérance et une acceptation finalement à avoir par les DSI, parce qu'on ne va pas pouvoir juguler ce phénomène. Sauf à mettre des contraintes drastiques sur les données et donc forcément brider les usages en mobilité, contraindre les utilisateurs à des systèmes extrêmement sécurisés avec une multitude d'actions pour avoir une donnée, c'est très difficile à contraindre le Shadow IT. Donc, je dirais qu'il faudrait presque arriver à un Shadow IT déclaratif. Vous avez une arme chez vous, il faut la déclarer, monsieur. Voilà, c'est un peu ça. Le Shadow IT utilise les données de l'entreprise. Et du coup, je pense que beaucoup de collaborateurs voient une facilité via tous les services en cloud de pouvoir uploader quelques données, recevoir derrière des indicateurs en retour ou un chat GPT. Pouvoir poser une question, copier-coller les données de l'entreprise pour avoir en retour juste quelques je dirais, éléments pour faire un test, mais on vient quand même de balancer des données de l'entreprise sur le net. Et d'une manière générale, le Shadow IT a un côté bénéfique, c'est que ça va pousser la SI aussi à peut-être reconsidérer certaines solutions. Et finalement, je pense qu'un Shadow IT maîtrisé peut aussi servir de lab pour aider le métier qui n'est pas assez mature, pour finalement arriver à cibler son cas d'usage. Je veux quelque chose de très compliqué, mais finalement, je n'ai besoin que de cette fonctionnalité que j'ai trouvée sur tel site. Ok, dont acte. Donc en fait, finalement, sa fonctionnalité, on peut te la produire, on peut te la mettre à disposition, mais il suffisait de le demander. Mais tu vois,
moi, un inconvénient que je vois aussi avec le Shadow IT, en fait, c'est que les gens commencent à faire, je vais pas dire n'importe quoi, c'est-à-dire que souvent, ils font des outils qui répondent à leurs demandes de manière très, très précise. Mais quand toi, tu arrives en tant que département IT ou DSI ou autre pour essayer de le généraliser ou de le mettre en production, on va dire, tu vois, de manière un peu plus globale, en fait, tu apportes une contrainte à ce qu'ils avaient avant, qui est, alors de mon expérience, qui est jamais bien vécue. C'est-à-dire que dans aucun cas, on va se dire, bah, c'est bien, tu me rajoutes une couche de sécurité, d'authentification, des process de validation de données, de mise à jour, de machin. Et du coup, ça ne fait que tu recomplexifies un truc qu'ils avaient créé pour justement le simplifier. Et donc, en fait, ils vont le resimplifier de leur côté. En fait, il y a une espèce de course après ces gens-là, en fait. Alors, c'est là où il faut intervenir. C'est-à-dire que d'une part, déjà, quand on en a connaissance, c'est de suite ne pas leur tomber dessus violemment, mais dire, voilà, écoute, tu fais du Shadow IT, pourquoi tu le fais ? Tu as une MOA dans ton métier, donc je te suggère d'aller les voir si tu as un besoin, et on t'aidera à le formaliser, et de voir après réellement si c'est utile. De proche en proche, le Shadow IT participe aussi à la culturation générale et la montée en niveau homogène d'une entreprise quand même sur la partie digitale. Donc ça, je trouve aussi que il y a beaucoup de critiques là-dessus, mais il y a du bon quelque part aussi, parce que du coup, les salariés de sa culture, ça veut dire que le jour où après ils se retrouvent face à un outil SaaS, ils peuvent pas dire qu'ils sont perdus, parce que la plupart, ils se débrouillent quand même très bien tout seuls pour fouiner sur le net et trouver des outils. Mais après, voilà, on a cette notion aussi de dire, voilà, à tel moment, on met un stop. C'est pas normal que vous fassiez cela comme ça. Donc, voilà, vraiment passer par le circuit qui va bien et on trouvera une solution. Donc, rassurer surtout le métier là-dessus. Et puis après, par contre, c'est de la responsabilité du métier, en tout cas des directions métiers ou des directions techniques métiers, de mettre un stop aussi quand la DSI le détecte. Parce que souvent, le recours à ces Shadow IT, c'est pas forcément tout le temps parce que la DSI est en retard. C'est souvent le cas sur des réponses à des besoins de proximité que la DSI ne peut pas couvrir. Parce que les gros besoins, généralement, sont adressés d'une manière plus importante, puisque derrière, il y a un client qui a un besoin, donc c'est généralement assez cadré. Et donc, la problématique peut venir de ce souci proche, cette proximité, où ils ne retrouvent pas, en fait, la réactivité qu'ils souhaiteraient sur l'outil SI qui est proposé par les services internes, et là où ils s'improvisent, sachant. Et c'est ces usages-là qu'il faut canaliser. Vraiment, parce que ça veut dire que parfois, ça peut être aussi une carence dans le process, tout simplement métier, où en fait, le collaborateur va vouloir compenser en ajoutant une brique qu'il aura lui-même fait, à tort ou à raison, mais en tout cas, dans son coin. Ouais. Ça pose aussi un problème je trouve, quelque part, le Shadow IT dans son coin, c'est-à-dire qu'il y a aussi un problème d'ouverture et de discussion parfois dans le métier. Ouais, ça répond vraiment à la question de Anne Vu dans le chat, qui disait justement s'il y a du Shadow IT, c'est parce que la DSI n'a pas donné les outils adaptés ou parce qu'il y a eu un manque de communication de la part de la DSI des collaborateurs. C'est-à-dire que c'est effectivement... au final, ça vient répondre à un manquement d'un côté ou d'un autre, quoi. Enfin, c'est pas une volonté de nuire. Alors, je dirais pas un manquement, mais je reprends le terme que j'ai dit tout à l'heure, c'est la capacité d'adaptation et cette vitesse d'adaptation qui est remise en question. Et là, pour le coup, la DSI a fort à faire, puisque l'adoption des technologies en mode sauvage sur le cloud public est bien plus rapide que l'adoption d'une technologie SecNum dans un environnement maîtrisé avec des politiques de sécurité qui permettent de sécuriser une activité business. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les entreprises, il s'agit de business. Donc, c'est-à-dire que de l'autre côté, il y a un client. Et que ce client, je rappelle qu'il attend aussi des engagements RGPD et des engagements contractuels qu'il a. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi avec les données de nos clients. Et les données de l'entreprise, généralement, c'est les données des clients. Et donc, c'est là où, par contre, je mets en garde, effectivement, souvent, c'est que le Shadow IT peut être intéressant. Le Power App, par exemple, tous ces outils de low-code que l'on voit sont très intéressants, c'est séduisant, même le no-code, on peut faire pas mal de choses. Il faut que ça soit encadré. Et je pense qu'une bonne approche, ça serait de dire, alors pour ça, il faut que la DSI puisse se poser sereinement et avoir du temps, c'est d'avoir des personnes acculturées à cela, dans la DSI, en proximité des métiers, qui vont acculturer les collaborateurs à ces technos-là, et qui les accompagnent plutôt que de les subir.
Et ça, je pense que dans les DSI modernes, il va falloir se doter de ce type de profil, hyper techno, mais orienté utilisateur final, tout en ayant ce côté quand même, je dois en référer à RSSI ou dans la petite entreprise. Et je pense que ce type de profil hybride va en tout cas apparaître si ce n'est pas déjà le cas dans certaines DSI, va se généraliser, je pense. Ouais. C'est une nécessité. Ce sur quoi j'aurais envie de rebondir, parce que quand on parle comme ça de Shadow IT, on pourrait donner l'impression que ce qu'on évoque, c'est que dans les entreprises, en dehors de la DSI, on a l'ensemble des métiers qui vont parfois utiliser des outils, bons ou mauvais, mais de manière un peu presque naïve, j'ai envie de dire, sans avoir la big picture, sans avoir la vision un peu globale, les contraintes de sécurité, de fuite de données qu'il pourrait y avoir et compagnie. Et plutôt que de juste dire que c'est fait de manière naïve de leur côté, il faut aussi prendre en compte que toutes ces nouvelles technos, tous ces nouveaux outils qui apparaissent, la DSI, c'est aussi un challenge pour nous en interne d'être au fait et au courant de toutes ces nouvelles technos, tous ces nouveaux services, tous ces nouveaux produits qui sortent. Et qu'en fait, c'est même parfois, ça peut paraître quasi herculéen de réussir à maîtriser autant de techno, autant d'outils, autant de services, autant d'approches différentes. Comment est-ce que tu peux aussi faire en sorte que les équipes de la DSI soient au fait de ce genre de changement? Parce qu'en fait, parfois, peut-être que le Shadow IT existe parce qu'en fait, la DSI n'est juste même pas au courant que ce genre d'outils existe. Et de manière plus globale, comment est-ce que tu peux structurer ton équipe pour que... Parce que des changements de techno, il y en a plein. Enfin, tu vois, tous les nouveaux langages et compagnies qui peuvent sortir. Donc, comment est-ce que tu structures aussi ton équipe pour que, aussi en interne, la DSI, elle évolue avec son temps? Alors, je pense que c'est pas que la DSI n'est pas au courant, parce que concrètement, quand les nouvelles sur ChatGPT et autres outils de génération d'images sont sortis, j'ai pu en discuter avec certains de mes collaborateurs qui l'utilisaient déjà en fait. Ils faisaient déjà pas mal de choses avec. C'est juste qu'il n'y avait pas de cas d'usage dans l'entreprise, ni d'initiative qui leur permettent en tout cas aujourd'hui de proposer des solutions. Ça rejoint mon point précédent. C'est qu'aujourd'hui, peut-être qu'on ne libère pas assez la DSI sur sa capacité à innover par manque de temps. Parce qu'aujourd'hui, on surparalléline l'ensemble de ce qu'on a à faire. On est en crise permanente. Et donc, dans cet état, en fait, d'entre-deux permanent, finalement, on oublie les bases où on doit bloquer du temps pour faire de la veille. C'est la course en avant. Je prends l'exemple de la sécurité. On a une carence aujourd'hui d'ingé sécu ou de personnel sécurité pour assurer la sécurité des entreprises. Aujourd'hui, quand ils arrivent, on ne leur demande pas tous, en tout cas dans les entreprises de l'industrie, tiens, tu vas accorder un quart de ton temps à la veille. Ils sont directement au front. Donc ça veut dire que déjà, ils doivent avoir une capacité naturelle, eux-mêmes, à aller chercher de l'information et à se tenir au courant. Je pense que pour contrer ça, il faut accompagner en tout cas les collaborateurs qui ont déjà mis le pied à l'étrier, essayer de les repérer dans les équipes et voir comment ensuite on peut monter des initiatives. C'est quelque chose dans l'entreprise où je suis actuellement qui avait déjà été fait par les équipes en place, qui a été annihilé, je dirais, par le passage du Covid, parce que du coup, forcément, plus de proximité avec les équipiers, beaucoup de distanciel, beaucoup de temps aussi accordé à d'autres choses, qui fait qu'en fait, ça se perd un peu, et on rentre dans une routine qui fait qu'il n'y a plus trop de place là-dessus. Et bien souvent, quand j'entends parler de Shadow IT, quand je cite le nom de l'outil, il est déjà connu par certains. Ils disent « Ah ouais, c'est un super outil, mais en fait, il n'est pas du tout adapté pour nous, par exemple. » Et donc là, effectivement, c'est très intéressant après de confronter les points de vue, ou inversement. Ouais, ok. Tu parles effectivement du coup de l'aspect sécurité. On a déjà évoqué de manière un peu sporadique ici ou là. C'est aussi un vecteur de crise. Alors soit parce que une entreprise peut être en train de subir une attaque en tant que telle, et ça clairement, tu l'as évoqué à un moment en disant qu'on là on est plus sur une organisation très militaire, c'est-à-dire que là il faut être, il y a plus de flexibilité, c'est-à-dire qu'il y a une attaque en cours, il faut réagir, mais au-delà de ça, il y a aussi le fait que les attaquants sont de plus en plus équipés,
structuré. Enfin, il y a aussi une intelligence de plus en plus forte côté attaquant qui nécessite d'avoir une structuration équivalente en interne. Ça aussi, c'est clairement un changement colossal qu'on connaît ces dernières années. Oui, c'est très important. Nous avons vécu une cyber-attaque en 2021 qui a laissé beaucoup de traces. C'est une crise d'une ampleur importante pour une entreprise, puisqu'au-delà de l'effet de sidération, une fois que on a tout remonté le SI, passe à la phase de remédiation. Et c'est là où effectivement on est obligé de faire un level up en termes de sécurité, souvent de réajuster également les ambitions en termes de sécu. Et c'est un profond changement et ça provoque également une crise dans les usages, puisque, alors en termes de crise, elle est moins forte que la cyber-attaque, mais c'est une conséquence. C'est que des utilisateurs qui se trouvaient libérés un peu en mobilité se retrouvent de nouveau contraints, se retrouvent également face à des systèmes qui multifacteurs, qui obligent également à l'entreprise de se réorganiser. L'attribution de téléphone portable, voir comment on fait quand on est à l'étranger, comment je fais quand je me déplace pour un dossier dans un pays qui est listé comme étant à risque technologique. Et aussi... Et puis d'un coup, là, en fait, tu n'as cité que des frictions en plus. C'est que des irritants. Pour le métier, que des irritants et donc que des contraintes. Et là, la DSI, effectivement, qui est là en tant que médecin du SI pour le soigner, se retrouve avec un patient qui n'est pas du tout content de son traitement. Pour autant, il n'y en a pas d'autres. Et donc, comment est-ce que toi, tu fais pour... déjà, en interne, alors quand je dis en interne, c'est en interne au sein de la DSI, pour rester au fait de ces sujets-là, parce que c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure au début de la question, c'est que ces notions de cyberdéfense, c'est un sujet en évolution permanente. Et comment tu fais pour acculturer les équipes métiers au global sur ces sujets-là ? Alors déjà, on a des équipes passionnées de sécurité côté prod, et on procède à une sensibilisation globale de l'ensemble des collaborateurs qui est réitérée en ce moment même. Et puis on a la chance aussi d'avoir dans notre portefeuille d'activités une activité justement d'audit et de prévention du risque cyber et d'accompagnement aussi à la gestion de crise. Donc ces entreprises-là, ces activités-là, en tout cas nous aident également à faire monter le niveau global et nous obligent en tout cas à respecter un certain nombre de règles et un niveau de service qui nous oblige en tout cas à accorder plus de temps et plus d'importance à cela. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est quand même dans une situation, en tout cas chez Stelian, où la sécurité peut remettre en jeu le choix de certains outils. Là où avant, on disait, c'est pas grave, on va le faire quand même. Bien sûr qu'il y a de proche en proche des exceptions. Parfois, elles sont temporaires, le temps de la mise en place d'un outil parce que le business l'oblige. Mais après coup, on revient dessus, même si ça nous nécessite un peu de temps, pour remettre les choses au carré. Et aujourd'hui, cette force qu'est donnée à cette équipe cyber, est-ce que tu penses que c'est une conséquence directe de cette attaque que vous avez pu subir et que du coup, si vous n'aviez pas subi cette attaque, vous seriez peut-être pas aussi bien équipé que ce que vous seriez aujourd'hui en fait? Clairement, ça a mis en lumière beaucoup de choses. Mais je pense que pour toutes les entreprises qui ont croisé des cyberattaques et celles, en tout cas, que j'ai pu voir qu'on a accompagnées via notre cellule d'audit et de prévention, toutes ont eu une remise à niveau et un questionnement également sur leur approche de la sécurité. Puisque on peut faire... alors aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. On peut faire des pentests, Red Team et autres qui permettent de simuler des attaques et c'est top. Et je conseille à tous ceux qui m'écoutent, s'ils ne l'ont pas fait, de le faire. C'est très, très important. Mais cependant, le fait de l'avoir vécu, ça a aussi mis en lumière le fait que finalement, certains process métiers n'étaient pas résilients au-delà de la sécurité. On n'avait pas prévu ça. Donc, je dirais que maintenant, le cyber est à prendre en compte comme un risque majeur, mais au même niveau que d'autres risques qui pourraient toucher l'entreprise,
des risques structurels, des risques de ne pas avoir accès à un bâtiment ou avoir un autre risque comme un risque financier lourd ou une interruption, par exemple, d'accès aux ressources comme le Covid nous l'a montré. Il va falloir être résilient là-dessus. Donc la cyber, oui, une attaque cyber, ça bouge profondément les lignes et ça met en lumière beaucoup de choses. Je pense que ça remet aussi le RSSI et son équipe à leur place dans une organisation. Ils ne sont pas juste là parce qu'il en faut un sur un organigramme. Ouais. Mais tu vois, justement, tu le dis, que ça remet le RSSI à sa place dans les organisations. Toi, tu parles des pentests, des red teams et compagnie. Moi, j'ai quand même l'impression que ces services-là sont utilisés majoritairement par des entreprises qui ont déjà subi une cyberattaque, qui du coup en connaissent les conséquences et qui du coup prennent le sujet au sérieux et que proportionnellement, il y a trop peu d'entreprises qui n'ont jamais connu d'attaque qui prennent le sujet au sérieux. Et au-delà de ça, tu dis aussi que cette attaque met en relief certains points de vulnérabilité et que du coup tu renforces. Ce qui est dommageable. Ce qu'on peut aussi constater avec les attaques cyber, c'est qu'en fait, à mesure que tu montes le niveau, les attaquants, ils montent le niveau aussi et qu'en fait, t'es toujours pas, même si tu en as déjà subi une, t'es pas à l'abri d'en subir une autre, même si tu as renforcé c'est un peu le biais du survivant en fait. Si tu renforces que les endroits où tu t'es fait attaquer, il y a une espèce de... Tu laisses ouvert d'autres choses. Donc tu vois, il y a... j'ai l'impression que pour moi que le sujet n'est pas pris suffisamment au sérieux et c'est pour ça que c'est bien que des initiatives comme Ready for It, parce que je pense qu'effectivement il faut sensibiliser les gens et au travers des différents épisodes qu'on a pu faire en partenariat avec Ready for It, il y a un message récurrent, c'est que la question n'est pas qu'est-ce qu'on fait si on se fait attaquer, c'est qu'est-ce qu'on fera quand on se fera attaquer, parce qu'en fait aujourd'hui vraiment n'importe quelle personne n'est à l'abri de se faire avoir un moment. Aucun système, je pense, n'est réputé invincible. Et effectivement, souvent, les assaillants, ils ont toujours un coup d'avance sur nous. Après, ce qui est en train de changer, ce que j'ai pu constater, c'est que dans les relations contractuelles maintenant, le risque cyber est clairement énoncé. Ce qui fait que d'un point de vue business, une entreprise qui a réalisé ces tests de sécurité, qui a démontré un certain niveau de sécurisation de sa donnée, soit au travers de ses actions, de ses technos employés, soit aussi au travers du stockage de ces données. En ce moment, on parle beaucoup de cloud souverain et de SecNum qui comptent beaucoup, lui permettra d'accéder et de répondre à un certain nombre d'appels d'offres sans se faire éjecter dès le début, et permettra d'assurer une continuité de service et surtout ses engagements contractuels. Du coup, la pression reportée comme ça sur les sous-traitants par les liens contractuels pousse quand même le niveau global à s'élever. Et généralement, c'est ce qu'on fait en tout cas en temps de crise, alors je dirais plus militaire, c'est qu'il faut que le niveau global soit homogène. Ça sert à rien d'avoir un ou deux points sécurisés si tout le reste c'est du gruyère. Donc il faut avoir cette approche-là globale au niveau des entreprises, je pense, françaises. Donc c'est pour ça que les initiatives comme Cloud Souverain et autres, c'est vraiment très louable. Et après, au-delà de ça, effectivement, il faut des événements, il faut sensibiliser, il faut continuer à en parler parce que c'est pas qu'un effet de mode, ça va perdurer tout le temps. En fait, c'est un état d'alerte permanent. C'est pas un état de crise permanent forcément, mais c'est un état d'alerte permanent et un risque à maîtriser impérativement parce que je pense que c'est un risque stratégique aujourd'hui. Ouais. J'entends ce que tu dis sur le fait qu'aujourd'hui, il y a tout un ensemble de contextes qui fait que quand tu bosses avec certains organismes, tu es obligé d'avoir un niveau de sécurité important. Et c'est vrai heureusement, il y a des entreprises qui prennent ces sujets-là au sérieux sans avoir subi d'attaque. J'invite quand même les gens à écouter l'épisode avec Olivier, le CTO d'Interenchères, qui nous raconte une attaque qu'ils ont subie et qui nous explique qu'ils avaient tout un tas de process de reprise d'activité qui étaient déjà en place, mais que loi de Murphy oblige. Le jour où l'attaque est survenue, il n'y avait plus de batterie dans le téléphone qui permettait de récupérer le 2FA, le 2FA chez Amazon. Enfin bref, tout un petit truc en fait, qui s'ajoutent, qui font que tu perds 20 minutes là, tu perds 10 minutes là, et au final, la reprise d'activité qui devait durer 1 heure, au final, elle en dure 12, mais
c'est aussi l'inconvénient, c'est que tu peux prévoir des tas de choses et en fait, tu n'es jamais à l'abri de toutes les choses qui peuvent dégénérer. Il y a aussi un autre sujet que tu as évoqué plusieurs fois au cours de cette discussion, qui est, je pense, la plus grosse crise structurelle qu'on a connue. En tout cas, moi, dans ma carrière, c'est la plus grosse crise que j'ai connue. Peut-être que toi aussi, mais c'est le Covid, qui a été un changement d'une vitesse fulgurante et d'une ampleur qui est effectivement complètement jamais vue. J'imagine qu'effectivement, au niveau DSI, ça a été un branle-bas le combat en très très peu de temps. Comment ça s'est passé? Alors, c'est une mutation des usages, déjà. Le Covid, en tant que tel, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est une nécessité très rapidement de placer des collaborateurs en travail à distance, au-delà de l'aspect sanitaire. Finalement, c'est surtout ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire passer d'un mode, pour certaines entités qui nous composaient, puisqu'on a différents niveaux de maturité en tête d'entreprise, différentes activités. Celles qui sont déjà nomades, par nature même, elles ont été peu touchées. En tout cas, du moins, les usages n'ont pas été réellement bouleversés. Mais effectivement, ce qui a été difficile, c'est de passer d'un système plutôt clos, plutôt on-premise, avec des ordinateurs fixes et toute une population qui était habituée à venir au bureau avec des managements de proximité, et puis une certaine logique qui est propre à toute entreprise du service, à une autre. Donc cette crise-là au niveau de la DSI, c'était de trouver rapidement des moyens d'augmenter la capacité des VPN, de trouver où se sourcer en matériel, alors que c'était très compliqué de se faire livrer des PC portables ou autres, et puis de réouvrir le SI vers l'extérieur avec des contraintes de sécurité que l'on connaît, parce que nous, suite au Covid, nous avons subi une cyberattaque. Bon, le lien de cause à effet n'est pas forcément démontrable, mais je pense que la mutation des usages n'y est pas pour rien. Et du coup, c'est là où ça a été très, très difficile. Dans la DSI même, maintenir également les rituels était complexe. On a en interne du développement aussi qui se passait en agile. Donc, des complexités aussi à gérer des relations avec les collaborateurs qui étaient externes. Beaucoup de changements finalement sur les usages du SI et qui nous ont obligés à revoir beaucoup de choses en très très peu de temps. Ouais. Donc on a été secondés, on s'est fait aider aussi par des entreprises pour nous aider à accompagner ce changement, ce passage au télétravail, pour renforcer les équipes. Puis ça a été un travail aussi en interne mené de pair avec l'équipe organisation, la RH, le marketing et la com interne, enfin tous les métiers, tout le monde s'y est mis ensemble pour pouvoir avoir une communication globale qui permette de guider aussi le collaborateur, pas qu'il se sente perdu dans tout ça. Et la DSI était un maillon vraiment crucial de la chaîne parce que c'est et d'une part le moyen de travailler, mais d'une part c'est aussi la SI qui doit donner un peu le timing de ce qu'elle peut faire et à quel moment, et qui permettait du coup au métier ensuite d'agir, de renvoyer les personnes, de les reconnecter au SI pour maintenir en tout cas un service au client final. Oui, c'est vrai que la chance qu'on a eue d'une certaine façon, si je peux me permettre l'expression, c'est qu'effectivement tout le monde a été impacté par cette crise-là, et du coup ça a été effectivement un travail d'équipe en permanence pour que toute l'entreprise s'adapte à ce changement, quoi. C'est ça, un problème finalement qui devient un sujet de marché pour tout le monde. Ouais. On a parlé de différents types de crises, de différents types d'adaptations. Ce qui en ressort globalement, c'est qu'effectivement on a ce besoin au sein de la DSI de changer en permanence sans s'arrêter, donc on est vraiment l'avion en plein air, il faut changer un réacteur sans que l'avion puisse toucher le sol. Est-ce que c'est vraiment viable? Et là, je parle vraiment d'un aspect très humain, d'être dans cette course permanente à la nouvelle techno, à l'évolution, à la progression, au changement et compagnie, sans jamais s'arrêter, sans jamais souffler un moment, sans pouvoir dire ok, juste temps mort, on prend une feuille blanche, on réécrit, on se pose. Enfin, tu vois, est-ce que
Est-ce que c'est viable, en fait, de tout le temps en course comme ça, en mouvement? Je dirais qu'humainement, c'est pas forcément très sain. Maintenant, vu l'évolution technologique et l'évolution de tout ce qui est digital dans le business, c'est utopique de penser qu'à un moment donné, on va nous laisser le temps de nous poser et repartir d'une feuille blanche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, là je vais employer des gros mots, mais ça veut dire qu'il faut plutôt s'orienter vers une organisation qui va être résiliente, une capacité d'adaptation qui va être accrue, l'importance à donner à pas mal de rituels, comme ça a été déjà dit dans notre podcast, et peut-être également revoir finalement les compétences intrinsèques de la DSI pour pouvoir avoir quelque chose qui va permettre du moins d'accompagner ces changements qui ne peuvent être que subis par la DSI et donc de faire au mieux pour que ces changements-là, c'est inverser la vapeur pour que ça soit une réussite collective, valoriser la DSI, ce qui lui permettra à un moment donné de peut-être mis en amont de certains sujets et donc d'être en anticipation plutôt qu'en réaction. C'est facile à dire, c'est moins facile à faire et je pense que c'est avec ces outils-là, qui ne sont pas simples à mettre en place, hein, je ne dis pas le contraire, mais qu'on va pouvoir peut-être juguler ou arriver à survivre dans ce milieu-là. Pourquoi? Parce que le marché, et je ne parle pas que du marché dans lequel nous évoluons, est très concurrentiel, tout va très très vite, et les clients ne vont pas nous attendre. Donc forcément, cette internationalisation très forte au niveau du digital fait que maintenant, des sociétés qui se tournent même vers des boîtes aux US ou ailleurs, où il n'y a pas forcément, on ne se pose pas forcément les mêmes contraintes et on ne se pose pas forcément les mêmes questions. Il y a aussi le sujet de valeur que l'on souhaite véhiculer. Et en allant à cette vitesse-là, je pense qu'on peut passer à côté de certaines valeurs qui nous animent toujours, mais qu'on n'arrive plus à faire émerger. Du coup, on n'arrive plus à les partager avec les collaborateurs. Et c'est dommage, parce que du coup, ça peut être source d'incompréhension et de désengagement. Ouais. Et c'est vraiment pas une situation facile à tenir dans le temps. Et du coup, en termes de structuration d'équipe, de gestion du temps, de rituels, même de choix de recrutement, comment est-ce que toi, tu fais pour gérer ce besoin de mouvement, cette capacité de gestion de crise diverses et variées, comme tout ce qu'on a pu citer et toutes les autres qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer. Tu vois, comment tu fais pour avoir une équipe qui puisse tenir sur le long terme? Alors aujourd'hui, j'essaye de le faire. Je ne peux pas me targuer d'y être arrivé encore parce qu'on vit beaucoup de changements de paradigme sur ces 6 derniers mois, des gros changements technologiques qui vont nous amener à un autre niveau. Ces changements-là amènent à repenser les compétences et l'organisation de la DSI en cible. Et du coup, pour moi, je souhaite y arriver en faisant évoluer et en accompagnant les membres de la DSI pour pouvoir évoluer sur ces sujets-là. Ça implique également la création dans la DSI de cellules ou d'initiatives qui vont renforcer soit le pilotage de la DSI, aux côtés du DSI, soit les relations avec le métier. Donc quelque chose qui est encore au-dessus de la MOA, on peut parler presque de RMOA, donc des PO, mais vraiment plutôt orientés plus business avec la dominante produit quand même, mais vraiment plus business, qui peuvent changer la donne. Et ça se fait progressivement. Et chez moi, je ne suis pas encore forcément arrivé à le faire, parce que c'est en cours. Mais j'ai bon espoir d'y arriver parce que j'ai de très bonnes compétences dans les équipes. Donc ça me permet en tout cas d'arriver à me projeter. Mais effectivement, je pense que le challenge aussi, c'est qu'on n'arrive pas à aller aussi vite qu'on le voudrait en tant que DSI pour affronter ces challenges-là. Mais ça implique aussi de repenser et la DSI de casser ses silos. Tout à l'heure, tu as parlé de DevOps. Ma philosophie, c'est de dire que je pense qu'il y a beaucoup d'endroits où on a besoin de postes un peu hybrides comme ça. Et la gestion hybride, par exemple, la gestion de projet hybride, c'est quelque chose qui me plaît bien. Parce qu'aujourd'hui, finalement, il faut être agnostique technologiquement. Je pense qu'en termes de méthode, c'est pareil. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver aussi des personnes qui sont prêtes à
à dire, voilà, je vais faire une partie de mon portefeuille, c'est de l'agile, l'autre partie, c'est l'itératif, parce que j'ai pas le choix, je sassifie, donc c'est pas moi qui décide de comment va être développé le produit. Par contre, j'ai le choix encore de comment je vais l'intégrer dans ma structure et de comment je vais le déployer. Et en ce sens-là, du coup, on peut recréer quelque chose qui permet de redonner du sens, sans poser l'avion, qui permet d'accompagner ça et d'identifier également de quoi on a besoin dans les équipes pour les renforcer. La situation, elle n'est pas facilitée par le contexte actuel. Ouais. Vraiment pas. Donc, dans ce que tu évoques aussi, donc de ce que je comprends, il y a aussi donc une volonté d'avoir des équipes qui soient suffisamment pluridisciplinaires pour pouvoir s'adresser à différents sujets, à différentes problématiques et adresser différents sujets tech, donc et maximiser les passerelles, comme tu disais, entre les différents aspects. Malgré tout, en face de ça, dans ce que tu disais tout à l'heure, tu as aussi une équipe notamment dédiée à toute la partie cyber. Entre autres, j'imagine que tu as aussi des gens peut-être dédiés à une partie data, une partie office. Qu'est-ce qui fait que d'un coup, tu as un besoin d'une expertise, d'une spécialisation sur un domaine, là où d'autres vont rester une compétence... Tu vois, j'imagine que tu as plusieurs personnes dans ton équipe qui ont une expertise no-code sur différents outils, différentes plateformes, parce que c'est utilisé par différents collaborateurs. Donc, tu vois, c'est dans votre périmètre de visibilité. Mais j'imagine que tu n'as pas une équipe dédiée no-code qui gère ça en interne. Non, on n'a pas ça. Alors, il y a deux sujets là. Il y a déjà le sujet de, je pense, se doter des compétences par rapport à un point particulier qui arriverait, une nouvelle techno, souvent conséquence d'une décision du métier qui veut aller vers certains axes de digitalisation de son métier qui ne sont accessibles que par des partenaires qui existent déjà sur le marché et où la DSI n'a aucune valeur ajoutée et n'a pas le temps de recréer le même service. Donc là, parfois, on va avoir besoin d'aller chercher une compétence que l'on n'a pas. Elle peut être soit portée effectivement par des équipes qui gravitent autour de la DSI, soit la DSI va aller piocher dans les sociétés de services pour la mise en place de cette techno, le temps de se doter de la chefferie de projet ou du PO qui va correspondre après à ce besoin dans le temps. L'autre sujet, l'autre aspect, ça peut être la personne pluridisciplinaire qui va être en capacité de mieux comprendre le besoin du métier pour pouvoir lui dire, écoute, ce que tu veux faire, c'est très précis. On peut te proposer autre chose qui couvre le 80-20 et essayer plutôt de le raccrocher là-dessus. Et en ça, c'est là où je pense qu'il y a un intérêt des équipes pluridisciplinaires, c'est de réaiguiller ensuite le métier, quand même c'est le rôle du DSI, pas vers un nouveau produit comme le ferait peut-être un directeur technique en créant de zéro quelque chose, mais plutôt dire, écoute, j'ai déjà quelque chose qui existe, ça fait le taf, viens, on va regarder si ça peut pas faire l'affaire. Et pour ça, il faut avoir une équipe pluridisciplinaire qui comprenne également certains enjeux. Et je pense que c'est en étoffant les équipes existantes de ce type de profil qu'on y arrive. Okay. Canon, merci beaucoup Julien pour toute cette conversation. J'aurais deux questions rituelles pour toi pour terminer. La première, c'est est-ce qu'il y a un contenu que tu souhaiterais partager à l'ensemble des auditeurs qui peut être tech ou non tech? Alors un contenu, ça peut être une chaîne YouTube, ça peut être un livre, une série, un film. Il y a vraiment tout est possible. Alors on m'a conseillé un livre il y a pas longtemps de Daniel Pink, La vérité sur ce qui nous motive. Donc plutôt orienté management et une autre approche en tout cas disruptive, donc intéressant. Et sinon, je dirais le podcast Evzadev, c'est pas mal. Merci beaucoup. C'est effectivement une bonne référence. Et pour terminer, la dernière question, qui est la question la plus importante, j'imagine, de ce podcast. Est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation? Je dirais espace. Plutôt espace. Eh bien, top. Merci beaucoup, Julien. Merci. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'aimerais faire une petite mention spéciale pour... Alors, j'ai que son handle Twitter, mais donc c'est Quiet Strength, qui m'a fait un petit tweet sympa rapport
à tous les différents cas qu'on pouvait rencontrer suite à un extrait sur l'épisode avec Marine. Donc merci de ces petites mentions sur Twitter qui permet aussi de diffuser le podcast. C'est toujours cool. Et bien évidemment, je vous remercie tous de partager ce podcast autour de vous, et notamment peut-être en mettant un commentaire 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Je vous remercie en tout cas beaucoup de vos écoutes. Je vous rappelle que donc cet épisode est en partenariat avec Ready for It, donc salon qui a lieu du 23 au 25 mai à Monaco, où je serai aussi le mardi et le mercredi, et notamment pour aussi enregistrer un épisode avec quelques personnes là-bas autour de la cybersécurité et des cyberattaques. Donc voilà, je vous invite fortement à retrouver notamment en description de cet épisode tous les éléments pour nous retrouver là-bas. Donc voilà, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, codez bien.